nom de l'Université de Genève et de la Faculté des sciences de la société, j'aimerais vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à cette table ronde importante, dont vous avez l'intitulé sous les yeux, « La recherche en péril, terrain miné, emprisonnement, procès ». Vous rappelez aussi que cette table ronde s'inscrit dans le cadre de la Semaine de la démocratie. Vous savez que c'est un projet qui est porté par le Conseil, la Chancellerie d'État et par le Conseil d'État et le canton de Genève. Et que cette année, ça fait 8 ans que l'Université de Genève participe à ce projet. Et cette année, la thématique est celle de la construction de la démocratie, donc construire la démocratie, et la thématique qui est un peu la thématique transversale de tous les événements qui sont liés à cette semaine de la démocratie. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ce contexte permet de poser très explicitement le lien entre la thématique de notre table ronde, la recherche en péril, et la question de la construction de la démocratie. En d'autres termes, est-ce que empêcher la recherche, empêcher les chercheurs de faire leur travail, d'analyser et de comprendre le fonctionnement des sociétés, les rapports de pouvoir qui traversent ces sociétés, les normes sociales qui sont à l'œuvre, les institutions, les modes de fonctionnement de tout ça. Est-ce qu'empêcher la recherche et la bonne compréhension de tout ça, empêcher de mettre en discussion et de mettre en débat tous ces éléments, empêcher de se poser des questions sur la manière dont les sociétés fonctionnent, peut-être se poser la question de savoir si elles pourraient fonctionner autrement, donc empêcher tout ce processus de recherche de se mettre en place, est-ce que ce n'est pas finalement, d'une certaine façon, empêcher la construction de la démocratie ? Et ce qu'on donne là, à cette table ronde, une focale qui est très très large. Il ne s'agit pas simplement de voir comment les intérêts des chercheurs peuvent être défendus, ce qui évidemment est quelque chose de très important, mais aussi de se poser cette question, est-ce qu'une société qui empêche la recherche peut véritablement être une société démocratique ? Et c'est un peu à cette grande question qu'on est invité à travailler, si on veut bien, pendant cette table ronde. Ce n'est pas une question qui est nouvelle, évidemment. L'Université de Genève a depuis longtemps s'est engagée dans la défense de la liberté académique, et avec cette idée aussi que les chercheurs et la recherche puissent contribuer au débat démocratique. Vous savez sans doute que l'université fait partie du réseau Scholars at Risk depuis 2008. Ce qui veut dire que l'université accueille un certain nombre de chercheurs qui sont en danger, de chercheurs et enseignants qui sont en danger dans leur contexte, et leur permet de poursuivre leur activité de recherche, de développer un réseau professionnel et peut-être même de trouver d'envisager une poursuite de leur carrière professionnelle, de retour dans leur pays si les choses se présentent de cette manière-là. L'université s'est aussi fortement engagée en contribuant, et la faculté des sciences de la société aussi évidemment, en contribuant à décerner le titre de docteur honoris causa à Fariba Adelha, dont on va parler, dont je laisserai Didier Péclard parler plus spécifiquement parce qu'il est véritablement la personne adéquate, on va dire, pour parler de ces débats, mais ça montre que l'université s'est très fortement engagée sur tous ces enjeux de liberté académique, de l'importance de cette liberté académique pour la production du savoir scientifique, et également de l'importance de cette liberté académique pour la construction et le développement et la promotion d'un débat démocratique. Et c'est un engagement qui est de long terme et qui a aussi été repris et très fortement porté par la faculté des sciences de la société, notamment par le doyen Bernard de Barbieux, qui était très fortement moteur dans le fait que le titre de docteur honoris causa soit décerné à Fariba Adelha. Et donc, tout ça s'inscrit dans une continuité. L'effort doit évidemment être poursuivi. Les atteintes à la liberté académique actuellement sont loin d'être en diminution. Les rapports qui sont produits par le réseau Scholars at Risk montrent au contraire qu'il y a une augmentation des atteintes à la liberté académique, que ce soit sous forme d'emprisonnement ou de modalités peut-être plus sournoises, comme le fait de licencier les personnes, de leur faire perdre leur emploi. Donc tous ces éléments-là se poursuivent, prennent même plus d'ampleur. Si vous regardez les chiffres, en 2020, il y avait 279 atteintes à la liberté académique qui ont été recensées. Évidemment, le recensement n'est pas exhaustif par le réseau Scholars at Risk. En 2021, on est passé à 332, donc ce n'est pas du tout. La tendance montre qu'on est dans une thématique qui est très, très actuelle et dont l'enjeu n'est pas simplement la défense des intérêts des chercheurs, mais véritablement la défense de la construction et de la possibilité de construire la démocratie. Et donc, à ce titre, et au nom de la Faculté des sciences de la société, aussi l'Université de Genève, je remercie chaleureusement, très chaleureusement, le professeur Didier Péclard d'avoir pris l'initiative de mettre sur pied cette table ronde, et je lui laisse le soin de présenter les différents intervenants et de mener le débat. Je me réjouis d'entendre les différents intervenants et les différentes interventions. Merci Didier, un très grand merci pour ton initiative. Merci.
Merci beaucoup Jean-Michel, merci pour ces mots d'introduction. Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être là avec nous ce soir pour discuter de cette question importante et difficile de la liberté académique, des liens entre les libertés académiques, parce que je crois qu'il convient de les mettre au pluriel, et les libertés démocratiques ou l'exercice de la démocratie. Qu'on soit en situation autoritaire, comme ça va être le cas de la plupart des pays qui vont être évoqués ce soir, mais que l'on soit aussi en situation ou dans un pays dit démocratique. Je crois que la défense des libertés académiques dépasse les frontières qu'on peut établir entre situation autoritaire et situation démocratique. Jean-Michel Bourvin l'a rappelé, cette table ronde s'inscrit aussi dans un certain nombre d'actions que l'Université de Genève a pris pour soutenir et défendre et exiger aussi la libération de Fariba Adelra, soutien qui a d'ailleurs été aussi un soutien très large à l'échelle européenne et à l'échelle même globale. Fariba Adelra est donc une anthropologue qui travaille au Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po à Paris, anthropologue franco-iranienne, qui est détenue à la prison d'Evin à Téhéran depuis maintenant plus de 3 ans et qui a été condamnée à la suite d'une farce de procès, je crois qu'on peut le dire sans aucune hésitation, à 5 années d'emprisonnement. Fariba Adelra et c'est comme cela que le comité de soutien qui s'est créé très rapidement après la nouvelle de son arrestation a décidé de la nommer en quelque sorte, est une prisonnière scientifique. Bien sûr, les raisons profondes de son arrestation, les raisons de son arrestation sont profondément politiques. On ne va pas rentrer maintenant dans ces questions-là, mais elles ont trait à toutes sortes à un faisceau de causes qu'il est difficile d'établir entre des dynamiques internes au régime iranien, mais dynamiques plus globales. Mais si elle n'est pas une prisonnière, elle n'est pas une prisonnière politique, et je crois qu'on a toujours essayé d'insister là-dessus, au sens où ça n'est pas parce qu'elle aurait exercé des activités politiques en Iran ou en dehors de l'Iran relatives à l'Iran qu'elle a été emprisonnée, mais bien parce que, ou à cause, entre guillemets, de ses activités de chercheuse sur le terrain. C'est quelqu'un qui a fait et qui continuera certainement de faire, si elle le peut, des très longs terrains en Iran, ce qui en a fait une des meilleures connaisseuses de la société, des sociétés iraniennes, depuis en tout cas la révolution de 1979. Et c'est bien ça qui est au cœur de nos discussions de ce soir. Jean-Michel Bourvin l'a rappelé, un certain nombre de questions auxquelles il n'est pas facile d'apporter des réponses. Comment, dans quelles conditions et pourquoi est-ce que la recherche académique peut devenir un danger, entre guillemets, pour l'exercice du pouvoir en situation autoritaire? Qu'est-ce qui fait qu'un régime décide ou estime qu'il est nécessaire d'emprisonner ces scientifiques et à quel moment? Et inversement aussi, quelles sont les conséquences pour l'exercice de la démocratie des atteintes aux libertés académiques? Et encore une fois, je crois qu'il est important de placer cette question d'une manière, dans un contexte large qui transcende les barrières entre autoritarisme et démocratie. Sauver les chercheurs, sauver la recherche pour sauver l'histoire, ce sont les mots que Fariba Adelra a écrits depuis la prison d'Evin dans une lettre qu'elle a symboliquement adressée à Ebrahim Raïssi, qui était alors le chef du pouvoir judiciaire et qui est aujourd'hui président de la République iranienne. Elle faisait allusion dans cette lettre à un livre qu'elle apprécie particulièrement de l'historien subalterniste indien, spécialiste de la Chine, Prasenjit Dwara, dont le titre est Sauvegarder l'histoire de la nation, Rescuing History from the Nation. Et là aussi, c'est bien de cela qu'il est question aujourd'hui. Parce que sauver la recherche, c'est mettre en avant la complexité du monde social et du monde politique dans lequel les uns et les autres nous vivons. Mettre en avant cette complexité contre les simplifications, les manipulations de l'histoire à des fins politiques, à des fins éventuellement militaires ou à des fins expansionnistes, comme on aura peut-être l'occasion de le voir. Sauver la recherche, c'est aussi créer et défendre des espaces de débat dans lesquels, pour reprendre un terme cher à Prasenjit Dwara, dans lesquels la polyphonie des voix qui constituent la nation puisse se faire entendre et ainsi créer des espaces de débat où l'on puisse aller à l'encontre de l'espèce de rouleau compresseur du récit unique de la nation qui est souvent justifié aussi dans toutes sortes de situations pour des actions politiques ou autres.
Et sauver la recherche, c'est aussi, et c'est très important, permettre à des chercheuses et à des chercheurs de s'immerger dans des terrains difficiles, mais dont seulement une fréquentation régulière et approfondie permet de comprendre et de rendre compte de la complexité. Et on voit bien aussi à chaque crise à quel point on a besoin, en fait, un peu partout, de personnes qui ont cette capacité, qui ont pu s'immerger très longtemps dans des terrains pour produire ou pour donner du sens à des situations et dans toute leur complexité et pour éviter les simplifications. Voilà, un certain nombre de questions, il y en aura probablement d'autres aussi. Ces questions sont probablement trop larges, évidemment, pour être couvertes entièrement ou pour pouvoir y répondre dans l'espace qui nous est donné ce soir, d'environ 90 minutes. Mais on va essayer, en tout cas, d'échanger là autour, et je me réjouis de pouvoir le faire avec mes 4 collègues et ensuite avec vous qui êtes ici dans l'assistance. Permettez-moi, du coup, de présenter les personnes qui sont ici. Tout d'abord, Chala Ekach, qui enseigne depuis 2016 à l'Université de Genève, particulièrement à l'Institut d'études genre, et également dans un master de recherche à la EDE, ici à Genève, et qui travaille aussi collabore avec le programme Horizon Académique, qui a aussi été un programme qui fait partie des initiatives qu'a prises l'Université de Genève pour soutenir et défendre l'accès à la formation universitaire au sens large. Elle a obtenu un doctorat en sociologie de l'EHESS à Paris. Elle a enseigné à Istanbul dans plusieurs universités, Fatih, Galatasaray et Boğaziçi, dont on sait qu'elle souffre aussi de la répression de la part du régime de l'État turc depuis de nombreuses années. Et puis, en tant que membre du groupe des universitaires pour la paix de Turquie, elle a dû quitter la Turquie et est venue à Genève grâce au réseau Scholars at Risk. Mounia Benali Shraibi, ici, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Lausanne. Son travail porte sur les partis politiques, mais aussi sur la mobilisation sociale et politique, ou les mobilisations sociales et politiques en contexte autoritaire, avec un accent particulier sur l'Afrique du Nord et sur le Maroc. Corinne Amacher, tout à votre droite et à ma gauche, professeure d'histoire à l'Université de Genève, où elle dirige également un master dédié à l'étude de la Russie et de l'Europe médiane, ou des anciens pays de l'espace soviétique. Elle est aussi co-directrice du festival Histoire et Cité de l'Université de Genève. Spécialiste de l'histoire contemporaine de la Russie, mais aussi des liens entre histoire, mémoire, dans les relations notamment entre la Russie et l'Ukraine, thème ô combien d'actualité depuis une demi-année en tout cas, mais un peu plus longtemps en fait. Et last but not least, Roland Marchal, chercheur également au Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po à Paris, spécialiste de la Corne de l'Afrique, du Soudan et également du Soudan du Sud, du Tchad, de la République centrafricaine, spécialiste aussi de l'étude des conflits, qui a été un des pionniers dans, disons, je dirais, une nouvelle vague de recherche sur les conflits à partir de la fin de la guerre froide, qui a essayé de montrer toute la complexité de ces conflits également. Et Roland Marchal, qui a aussi, tout comme Chala, une expérience directe de ce que c'est que la répression de la recherche, puisque lui a été retenu, comme vous le savez peut-être, pendant 10 mois dans la prison d'Evin aussi à Téhéran, bien qu'il ne soit pas un spécialiste de l'Iran. Merci encore à vous 4 d'être là. Je suis vraiment très heureux qu'on puisse avoir comme ça un parterre de spécialistes pour échanger autour de ces différentes questions. Quelques mots sur la façon dont on va s'organiser. On va donc passer à peu près 60 minutes comme ça à échanger entre nous sur 3 thèmes principaux que je déclinerai tout à l'heure, enfin l'un après l'autre. Et ensuite, on aura peut-être une trentaine de minutes, j'espère, pour échanger avec vous. Vu la configuration de la salle, et comme j'étais assis tout à l'heure ici et que je ne voyais pas une partie du public à cause du pupitre qui va rester ici, pour les personnes, donc là, l'action va se passer ici maintenant autour de ces tables. Donc vous qui êtes plutôt de ce côté-ci, à ma droite de la salle, n'hésitez pas à vous rapprocher un petit peu du centre. Ce sera plus agréable pour vous et ce sera même plus agréable aussi pour les personnes qui sont ici d'avoir un auditoire directement en face d'elles et eux. Voilà, Pardon. Prendre ce micro pour la première question ou le premier thème. Il nous semble important, et encore une fois Jean-Michel Bonvin l'a bien rappelé, dès le départ signifier
qu'il ne s'agit pas de discuter de la liberté de la recherche pour la liberté de la recherche. Ce serait déjà un thème suffisamment important, mais comme nous sommes ici dans cette table ronde s'inscrit dans une semaine de réflexion sur la démocratie, il s'agit dès le départ de voir quels sont les liens en fait entre l'un et l'autre, et surtout quels sont les liens entre les menaces sur un type de liberté et sur d'autres types de liberté. J'ai oublié de préciser aussi une chose importante, c'est que ce qu'on a convenu avec mes collègues, c'est vraiment d'essayer de partir, de discuter de ces questions à partir des terrains qu'ils connaissent, à partir des terrains sur lesquels ils ont travaillé, dans lesquels ils ont vécu, afin de faire remonter ces problématiques. Et c'est vrai que du coup, il y a un accent assez fort qui est mis sur des situations plutôt d'autoritarisme. Mais j'insiste aussi sur le fait qu'il ne faudrait pas isoler ces situations complètement, bien sûr qu'elles sont différentes de celles qu'on peut vivre en Suisse, en France ou au Royaume-Uni, par exemple, pour ne citer que ces pays. Mais il y a aussi des lignes de continuité, je crois, auxquelles il faut réfléchir dans la défense des libertés académiques dans ces différents contextes. On aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure. La première question que je vais adresser en premier lieu à Corinne Amacher, et chacune et chacun aura l'occasion de s'exprimer sur chacun des thèmes qui seront abordés ici. La première question a trait justement à cette question assez vague, sur la base de votre pratique de chercheuse et de chercheurs, à partir de vos terrains. Comment est-ce que vous voyez cette articulation complexe entre liberté académique au pluriel et liberté démocratique? Corinne, je te passe la parole. Merci. Merci. Alors, merci d'abord, je suis très honorée d'être à vos côtés. Je pense que je me sens en tout cas la moins légitime de toutes les personnes ici, parce que je parle depuis la Suisse, et je vais parler de la Russie. Et alors, légitime quand même, parce que la Russie est assez finalement emblématique de la façon dont les mécanismes d'étouffement graduel de la recherche académique se mettent en place. Et ce processus, en fait, est lié à l'écrasement des libertés individuelles au sein de la société, et c'est lié également à une augmentation, durant toute cette même période, de l'instrumentalisation de l'histoire. Donc tout cela est lié, et la situation qui prévaut aujourd'hui en Russie est l'aboutissement en fait d'un processus qui s'est mis en place il y a maintenant un peu plus de 20 ans. Et je vais maintenant revenir sur ce processus que je trouve assez clair. Alors d'abord, il est très difficile aujourd'hui d'imaginer, dans la situation dans laquelle se trouve la Russie aujourd'hui, d'imaginer la liberté qui régnait en ce qui concerne la recherche académique et en général, et les recherches historiques en particulier, dont je vais parler parce que comme je suis historienne, c'est le domaine que je connais le mieux. Donc c'est difficile de s'imaginer la liberté qui régnait dans la Russie des années 1990, la Russie de Boris Yeltsin. Alors évidemment que tout n'était pas parfait, l'histoire était déjà instrumentalisé par Boris Yeltsin, parce qu'un des buts de Boris Yeltsin, c'était de faire accepter au sein de la société les réformes ultralibérales qui étaient en train de se mettre en place en Russie. Et donc la vision qui a été mise en avant, c'est une Russie comme un pays qui, à l'époque pré-révolutionnaire, une Russie tsariste qui, au début du XXe siècle, avançait de façon triomphale sur la voie de l'occidentalisation et du progrès donc à l'occidental. Et on montrait que finalement le régime bolchevique, le régime soviétique, était venu briser le mouvement naturel de l'histoire russe, qui était présenté, le régime soviétique qui était au fond présenté comme une parenthèse honteuse dans l'histoire de la Russie. Alors il fallait avoir du courage pour nager à contre-courant de cette vision qui était proposée de façon assez massive dans les médias, également dans les recherches historiques, mais néanmoins les années 1990 en Russie ont été des années dorées pour la recherche historienne. Et pourquoi ? Parce que d'abord, on pouvait travailler sur tous les sujets. Les fonds d'archives étaient ouverts pour les chercheurs et chercheuses russes et étrangers qui travaillaient ensemble, main dans la main, qui publiaient ensemble, parce que l'association, l'ONG Mémorial, qui a été fondée pendant la perestroïka en 1987 et puis ensuite en 1989, et dont le but était de préserver la
mémoire des répressions staliniennes pouvaient travailler de façon libre. Et dans la recherche académique, dans les universités, ça a été vraiment, c'était des années de collaboration entre chercheurs, chercheurs et chercheuses russes et étrangers. Alors le symbole de cette pluralité des voix, je dirais que ce sont les manuels d'histoire. Après plus de 70 ans à l'époque soviétique où on avait un manuel d'histoire unique sur les rayons des librairies scolaires, on trouvait des dizaines et des dizaines de manuels d'histoire qui présentaient des points de vue qui pouvaient être assez différents. Et même s'il y avait un point sur lequel tout le monde était d'accord, c'était sur les crimes du stalinisme. Alors le ton a rapidement changé, je dirais, avec l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine en 2000, qui s'est immédiatement présenté comme le restaurateur dans la tradition d'un État fort, autoritaire, sur fond de crise économique et sociale absolument dramatique qui a fait que la société russe a rejeté en fait ces réformes disons libérales à l'occidental. Et donc immédiatement il s'est intéressé à l'histoire, donc son intérêt pour l'histoire n'est pas du tout nouveau, il s'est intéressé à l'histoire, il a réuni des historiens et il leur a dit qu'il s'est intéressé principalement au manuel d'histoire et ce qu'il a dit en gros c'était que désormais la mission des historiens était de susciter de la fierté pour le pays et qu'il fallait cesser de dénigrer l'histoire et en particulier l'histoire évidemment soviétique. Et alors les grands axes de la politique stalinienne ont été de plus en plus justifiés et au fond le pic de cette évaluation positive du régime stalinien est arrivée en 2007-2008 lorsqu'ont été publiés de nouveaux manuels d'histoire dans lesquels la violence politique, les répressions staliniennes, la famine de 1932-1933, les purges, la terreur de 1937-38 étaient décrites. Tout cela était décrit comme des déformations inévitables de la modernisation forcée du pays grâce à laquelle le pays a pu vaincre le nazisme et sauver le monde de la peste brune. Alors, le pouvoir, très clairement, à partir de là, a voulu définir les lignes directrices du discours historique. En exemple, en 2009, création d'une commission de lutte contre les tentatives de falsification, alors là il faut que je lise parce que j'arrive pas à retenir par cœur, falsification des faits et des événements historiques réalisés dans le but de porter atteinte aux intérêts de la Russie, dans un contexte évidemment de guerre mémorielle grandissante de la Russie avec ses voisins, Pologne, États baltes et Ukraine, et dans un contexte où le culte de la grande guerre patriotique, comme on appelle la Seconde Guerre mondiale en Russie, était à son apogée. Alors évidemment que les historiens, les intellectuels, enfin des historiens, des intellectuels, des journalistes, des universitaires, des chercheurs, des chercheuses, et puis l'association, l'ONG Mémorial, ont résisté. Ils ont résisté avec beaucoup de courage à l'imposition de cette ligne directrice de l'histoire. Mais c'est vrai qu'une machine extrêmement puissante s'était déjà à ce moment-là mise en route, qui s'accompagnait bien sûr d'un durcissement, d'une augmentation des répressions au sein de la société civile. Alors on pourra peut-être revenir sur des exemples plus concrets par la suite. Assassinat de journalistes, d'opposants politiques, et puis un contrôle qui a augmenté sur les institutions académiques et sur les universités. Et là aussi, on pourra peut-être après revenir sur des cas concrets. 2012, lorsqu'il y a les élections pour l'élection pour la présidence, Vladimir Poutine se représente. Il y a des manifestations monstres dans le pays et suite justement dans le contexte de cette réélection. Et dès que Vladimir Poutine est réélu, il y a la fameuse loi contre les agents de l'étranger qui est promulguée. D'ailleurs, Mémorial a été décrété agent de l'étranger en 2014. Et puis, c'est aussi à ce moment-là qu'on a des nouvelles directives pour l'écriture de manuels scolaires qui paraissent en 2016. Désormais, le marché est totalement rétréci et
avec la pluralité des vues qui régnait durant toutes les années 1990 et début 2000, a évidemment disparu. L'autre grand tournant, c'est évidemment 2014 avec l'annexion de la Crimée et puis la guerre dans le Donbass. Tout de suite, une loi qui interdit les fausses informations sur les actions de l'URSS durant la Seconde Guerre mondiale. Les institutions académiques sont mises au pas. Et puis, pour quelque chose qui nous a aussi touché, nous, les archives se referment aux chercheurs et chercheuses russes, mais aussi étrangers, bien sûr, donc les personnes qui travaillent évidemment sur les sujets sensibles, à savoir la Seconde Guerre mondiale ou les répressions staliniennes, par exemple. Aujourd'hui, on le sait, depuis 24 février 2022, l'instrumentalisation de l'histoire atteint des proportions inouïes, mais c'est un processus qui s'est fait sur plusieurs années. Alors là, moi, je parle évidemment de l'histoire, mais ça touche, les répressions touchent tous les domaines. Par exemple, en Russie, les études genre sont en domaine qui sont très difficile d'étudier dans ce domaine en Russie. Les pressions sont très importantes dans un contexte de retour des traditions également, de retour en force de l'Église orthodoxe. Donc très difficile d'étudier ces questions en Russie aujourd'hui. C'est difficile aussi pour les scientifiques, les sciences dures, parce qu'avec le risque d'être accusé de transmettre des données scientifiques qui seraient classées secrètes à des institutions étrangères. Donc voilà, ce que je dirais, c'est que finalement, l'étouffement des recherches académiques en Russie a vraiment été de pair avec l'étouffement de la société civile. Aujourd'hui, on risque 15 ans de prison pour une parole dissidente sur ce que l'on ne peut pas appeler par son vrai nom toujours aujourd'hui en Russie. La loi sur les agents de l'étranger s'est élargie aux individus qui, de près ou de loin, touche à des questions politiques ou à la politique, mais la politique ici est prise dans un sens évidemment extrêmement large. La propagande a désormais le champ libre, la société est muselée, ce qui est tout à fait logique. Il n'est pas possible d'instrumentaliser l'histoire si la recherche académique est libre. Et pour justifier l'invasion en Ukraine, eh bien, il fallait faire taire les contestations politiques, mais aussi les résistances. Il y avait beaucoup de résistances du côté, évidemment, des historiens. Et ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, si l'association mémoriale a été dissoute 2 mois avant l'invasion de la Russie. La semaine passée, je participais à une table ronde à Bruxelles qui était intitulée justement « L'histoire captive » et participait une historienne de Mémorial qui aujourd'hui n'est plus en Russie et qui nous disait qu'au fond, personne n'imaginait, et pourtant, on a vu le processus se faire durant toutes ces années, mais quand même, personne n'imaginait que finalement, qu'on allait pouvoir voir revenir des temps que l'on pensait révolus, comme à l'époque finalement soviétique. Et donc le constat est extrêmement amer, est extrêmement douloureux. En Russie aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas de liberté de l'histoire, qu'il n'y a pas de liberté individuelle, qu'il n'y a pas de liberté de la recherche académique, et que finalement ces 3 points ont été étouffés en même temps. Et je dirais que l'exemple russe montre finalement que rien n'est acquis, et qu'il faut continuer, enfin voilà, qu'il faut être très très vigilant. L'historienne de Mémorial disait mais peut-être qu'on a fait l'erreur de trop se plonger dans les archives et dans l'histoire et d'avoir été répondre à la propagande par des chiffres en disant voilà, nous on publie des chiffres qui vous montrent que les répressions staliniennes c'est ça, mais que peut-être qu'on aurait dû faire plus, qu'on aurait peut-être dû plus se plonger évidemment dans une lutte au niveau politique. Et voilà, donc il y a tout eu un constat aussi, beaucoup de questions qui se posent. Voilà, moi je m'arrête là. Merci infiniment. Je crois que ce genre de mise en perspective historique est essentiel et c'est peut-être une des raisons ou une des choses qui font que notre travail fait du sens. Merci de l'avoir fait et je crois aussi que ça nous rend attentifs à toutes les étapes qui précèdent en fait cette espèce de rouleau compresseur actuel. Et si on remonte dans le temps, peut-être d'être attentif à ça, ça permet peut-être d'y penser lorsque c'est en train d'arriver. Merci Corinne. Je passe la parole à Mounia Benani-Shraibi pour un éclairage aussi à partir de ces terrains plutôt en Afrique du Nord. Merci. Merci beaucoup pour l'organisation de cette table ronde. Je suis très très heureuse d'être parmi vous ce soir. Alors, moi je voudrais surtout souligner, après, à partir de terrains marocains, égyptiens,
à quel point la question se pose dans les termes suivants. C'est le rétrécissement des libertés qui produit un impact très très négatif sur les recherches en sciences sociales, en sciences politiques notamment. Je me rappelle un temps, donc alors qu'au Maroc c'était les années de plomb, la fin des années 1980, 80, où j'étais jeune thésarde et je pouvais finalement faire du terrain, des enquêtes de terrain. Bien sûr, je prenais des précautions sur le rapport aux politiques des jeunes urbains et suivre des mobilisations de diplômés chômeurs, suivre toutes sortes de manifestations. Et par la suite, il y a eu une libéralisation politique extrêmement fructueuse pour la recherche, donc à la fin des années 90. Et c'était possible de faire des enquêtes en s'enracinant, pas simplement en essayant d'éviter de rester trop longtemps dans le même coin, mais il était possible de faire des enquêtes de longue durée et même d'utiliser des dispositifs d'enquête qu'on utilise dans des contextes démocratiques. Par exemple, diffuser des questionnaires sur les bassins de recrutement d'un parti politique ou sur le parcours militant de congressistes, etc. Ce que je trouve aujourd'hui, alors que le Maroc, ce n'est pas tout à fait la même chose que d'autres cas. Enfin, ce n'est pas l'Iran, ce n'est pas la Colombie. Enfin, c'est pas. Mais il y a eu un très fort rétrécissement des libertés et qu'on commence aujourd'hui à entraver en amont un ensemble de recherches, la production de recherches sur le terrain. Et à mon avis, il y a des terrains qui sont jugés sensibles, où on va empêcher même des jeunes doctorants d'y accéder, où on va les intimider comme si c'était des opposants politiques. Et ça, c'est très très nouveau. Il me semble que c'est l'effet de la vague contre-révolutionnaire, parce qu'on observe la même chose en Égypte, ailleurs. Donc la vague contre-révolutionnaire et puis la tentative finalement alors qu'avant on pouvait censurer des travaux qui plaisaient pas, maintenant il s'agit d'entraver leur production même, de quadriller, et puis ça donne à voir l'accroissement des capacités répressives de ces régimes autoritaires, la sophistication de leurs techniques, être capable de surveiller même des jeunes doctorants ou doctorants, c'est quand même assez impressionnant. Et puis l'utilisation des mêmes techniques qu'on utiliserait contre des opposants politiques, donc en termes de harcèlement, d'utilisation de données privées, de montage de dossiers, de toutes sortes de dossiers. Donc je pense que ça donne à voir cette grande transformation dans les capacités répressives, et ça, je tiens à insister là-dessus, et puis je poursuivrai plus tard avec des cas plus concrets. Merci beaucoup. Ça n'a malheureusement rien de rassurant, mais c'est effectivement aussi très important de voir quelle est justement cette capacité répressive face à laquelle il est parfois difficile ou à laquelle il est certainement difficile de résister, et d'autant plus si on se trouve en début de thèse, par exemple, jeune chercheur, mais pas seulement. Merci Mounia. Je passe la parole à Çağla Aykaç pour une perspective aussi, peut-être à partir de la Turquie, j'imagine. Oui, merci Didier, merci à vous. Merci, bonjour, merci d'être là. C'est toujours très touchant pour moi de voir les personnes qui participent à ce genre d'événements. J'imagine que certains d'entre vous êtes universitaires, peut-être des personnes aussi touchées par les questions de menaces qui pèsent sur l'université, et que d'autres êtes juste des personnes intéressées ou des amis.
Et je crois que ça commence là, en fait, des formes de résistance contre l'oppression en général, que ce soit au sein des institutions d'éducation ou de toutes les autres institutions, par ailleurs, qui sont aussi touchées, hein, parce qu'ici, on parle de l'université, mais évidemment les écoles aussi, et dans les régimes répressifs, c'est aussi tous les systèmes de santé, les systèmes carcéraux, les systèmes juridiques, etc., qui sont impliqués. Et donc, l'université, en tant qu'institution, une des institutions importante qui permet le maintien et la machine, si vous voulez, démocratique, est en lien aussi avec toutes ces autres institutions, des fois pour, des fois contre. Mais en tout cas, merci d'être là. Donc, ouais, moi, ça me touche beaucoup, en fait, d'entendre parler à la fois de ce qui s'est passé en Russie, en Ukraine, de la manipulation de l'histoire, de l'importance, en fait, de la mémoire, parce que toujours, en fait, ce qui se passe aussi, c'est la relation avec le passé, elle influence aussi la façon dont on est en train de construire un futur, et elle impacte aussi la façon dont on vit le présent. Donc, en fait, cette relation temporelle à l'espace, c'est aussi quelque chose qui change beaucoup dans les formes autoritaires ou les attaques, quand on se fait attaquer par tout un appareil étatique. En fait, toutes les notions d'espace et de temps changent. C'est-à-dire, il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit, les espaces deviennent constrained. Donc, ça a un effet aussi très corporel, en fait, d'être menacé à ce niveau-là. Et c'est vrai que la possibilité même d'imaginer un futur change, la relation au passé change, de ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on n'a pas le droit de dire. Donc, c'est vrai qu'il y a toute une sorte de confusion qui émerge avec cette imposition très forte d'une vérité unique qui est jamais représentative de la diversité des personnes dans le monde, quoi. Et ça me touche aussi qu'on parle de l'Afrique du Nord, avec tout ce qui se passe avec nos collègues en Égypte en particulier, que je suis d'un peu plus près, nos collègues dans différentes parties du monde, en Inde aussi très violemment, mais aussi des collègues en France ou ici en Suisse qui sont affectés aux États-Unis. Donc c'est un petit peu une épidémie globale, cette épidémie autoritaire un peu fascisante, et elle impacte les universités comme elle impacte les autres parties de la population. Et ça me fait penser aussi justement qu'en tant qu'universitaire, c'est vrai que on travaille avec les moyens qu'on a, on fait de la recherche, mais si vous voulez, notre monde, il se limite pas à des amphithéâtres. Comme vous l'avez mentionné, en fait, on fait du terrain, donc on est en relation avec des personnes qui, elles aussi, sont touchées par ce qu'on fait. On travaille des fois avec des traducteurs, des traductrices. Il y a toute une série d'étudiants. Je pense que les étudiants, quand on parle vraiment des questions, des menaces qui pèsent sur les universités, j'ai vraiment envie de mettre en avant le rôle et le poids et les dangers dont souffrent les universitaires. En Turquie, c'est plus de 70 000 étudiantes qui sont en prison actuellement. Je sais qu'en Iran aussi, à la fois dans les mouvements actuels, mais dans les mouvements historiques en Iran, les étudiants ont été toujours clés. Et c'est vrai que parfois, quand on parle des libertés académiques, on a tendance un petit peu à parler du corps professoral. Mais les étudiants, je pense, sont une vraie force. Et quand on parle du corps professoral aussi, il y a des hiérarchies à l'intérieur du corps professoral, donc des personnes qui peuvent être plus ou moins touchées par leur degré dans la hiérarchie académique. Et pour prendre la question de l'autre côté, et je vais arrêter après parce que je parle. Quand on parle de pression sur les universités, en fait, la façon dont les systèmes autoritaires s'incrustent dans les universités, il y a tous les différents niveaux de l'institution qui sont mis en jeu. C'est-à-dire que les recteurs vont être mobilisés pour aller chasser, traquer les universitaires ou les étudiants en question. Les recteurs vont devoir donner compte à la tête de l'État, et à travers les recteurs, ça va être les doyens, ça va être les profs, ça va être les autres étudiants. Donc c'est tout un système de délation aussi qui se met en place, et celles qui ne se soumettent pas à ce système sont toutes menacées. Voilà. Merci beaucoup aussi d'avoir rappelé que la recherche académique, ça concerne non seulement tout le monde, mais spécifiquement aussi l'entier de la communauté universitaire, étudiants également. Merci. Tchala. Roland, sur cette question-là. Oui, moi, il y a plusieurs choses peut-être de façon un peu décousue. La première, c'est il n'y a pas de recherche sans liberté de la recherche, mais aussi sans liberté des enquêtés. Parce que quel est le sens de faire des enquêtes si les personnes qui répondent ne peuvent parler librement
ou répondent sous la menace d'un emprisonnement ou d'une sanction quelconque. Donc de cette façon-là, si vous voulez, on restitue pas simplement la liberté du chercheur, mais la liberté d'expression dans l'espace public qui doit être essentielle et qui, évidemment, on a des tactiques, on a des ruses, on peut enquêter de différentes façons, mais ça reste quand même un élément fondamental, c'est-à-dire le droit de l'enquêteur et aussi essentiellement le droit des enquêtés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est qu'il me semble qu'on est dans un mouvement tout à fait contradictoire, caractérisé par trois aspects qui n'ont rien de nouveau, hein, donc vous les connaissez tous les trois. La première, c'est la montée ou la remontée de pratiques autoritaires. Et quand je dis ça, c'est bien pour montrer que c'est un phénomène global et que ça serait trop facile de singulariser quelques États voyous ou quelques régimes autoritaires qui sont proprement impopulaires en ce moment. Je crois que c'est, hélas, quelque chose de global. La deuxième, c'est l'affaiblissement des normes ou de la puissance des normes. C'est-à-dire que peut-être, vu ma génération, on a vécu les années 90, même une partie des années 2000, mais déjà moins clairement, comme la capacité peut-être d'organiser la vie sociale, la vie internationale, à partir d'un certain nombre de normes. C'était l'époque où on écoutait gravement nos collègues nous parler de la puissance normative de l'Union européenne, etc. Ce qu'on a vu, c'est que ça n'a pas marché, et ça n'a pas marché pas simplement parce qu'on s'est trouvé face à des États autoritaires résilients, comme le cas de la Russie, mais aussi parce que nous-mêmes, nous avons failli. Et je crois que c'est extrêmement important, et c'est toute la question que pose aujourd'hui le retour de la Russie en Afrique, de comprendre que ce retour-là, il est d'abord construit sur la faillite des politiques opportunistes occidentales, européennes et françaises, notamment, enfin, ou belges ou d'autres, mais si vous voulez, et dans la classification qui était faite, dans le comportement qu'il y avait vis-à-vis de certains régimes qui échappaient à toute condamnation, alors qu'ils étaient bien plus répressifs que d'autres, qui étaient stigmatisés par nos diplomaties et par nos systèmes d'aide. Donc il y a de ce point de vue-là, disons, un travail simplement de reconnaissance de nos erreurs politiques, de nos choix aussi, hein, parce que c'est pas simplement des erreurs, de nos aveuglements et des conséquences que tout cela implique. Mais je crois que cet affaiblissement des normes, il est beaucoup plus profond. Il ne tient pas simplement à l'organisation de la vie internationale, il tient aussi, et c'est là où ça devient problématique pour nous, à la définition de ce que c'est le discours scientifique par rapport au discours de l'expert, par rapport au discours de l'activiste, par rapport au discours de l'influenceur. Et je crois qu'avant, d'une certaine façon, grâce ou à cause de l'absence des réseaux sociaux, des nouvelles technologies de l'information, on pouvait, même si c'était contesté par de nombreux universitaires, on pouvait avoir l'impression que les universitaires vont parler dans un milieu, dans une cage dorée, avec des étudiants qui avaient les moyens d'être étudiants, à un discours qui de toute façon était incompréhensible ou peu compréhensible pour la grande partie de la population. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. C'est-à-dire qu'à la fois, nous sommes poussés professionnellement à intervenir beaucoup plus dans l'arène civile, dans les débats, et peut-être c'est quelque chose qu'il faut voir absolument positivement. Mais d'un autre côté, on est de plus en plus dans des débats dans les médias, à côté d'autres gens dont les qualifications sont totalement différentes et dont le discours porte au moins autant et peut-être finalement construit sa valeur sur nos incapacités ou notre proximité. C'est quelque chose qu'il faut, encore une fois, discuter. Mais je crois que ça, c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel. Et ce que je regrette beaucoup, c'est que la conclusion de ça, c'est les autoritarismes sont très différents les uns des autres. Hein, c'est une catégorie qu'il faut manier avec beaucoup de prudence d'un point de vue conceptuel, comme les démocraties. On a vu et on voit
l'État français réagir de façon extrêmement autoritaire. J'ai des collègues qui ont eu de très gros problèmes pour avoir voulu travailler sur les gilets jaunes, par exemple, hein, donc un mouvement social protestataire plutôt violent, mais pas plus violent en tout cas qu'une manifestation de paysans dans l'ouest de la France. Et là, l'appareil scientifique, l'appareil policier et l'appareil politique a réagi de façon notoirement différente. Donc on voit ça dans un pays comme la France, qui n'est pas un État fasciste, hein, et bien évidemment, mais on voit ça, et puis on voit de l'autre côté, et ça on en parle plus facilement, parce que finalement, enfin on en parle plus facilement tant que ça touche des régimes comme l'Iran, par exemple, qui nous sont quand même très impopulaires. On est en France beaucoup plus discret sur les violations de droits de l'homme en Égypte ou aux Émirats arabes unis, hein, et on est assez silencieux, il faut le dire, sur ce qui se passe en Chine. Donc voilà, il y a cette configuration, disons, qui est à la fois une configuration des opinions publiques, d'un milieu de la recherche qui est de plus en plus financé et qui se construit suivant des formes dont on pourra reparler, mais qui incite de plus en plus à l'autocensure, à une espèce de prise en compte préalable de ce qui est possible et de ce qui l'est moins, y compris dans les démocraties, et puis de pouvoirs qui ont compris que certes, le babillage politique c'est important, mais que si celui est tenu par des universitaires, c'est bien, s'il est tenu par d'autres, pourquoi pas. Merci. Merci infiniment d'avoir aussi replacé cette question dans un contexte plus large, et y compris dans d'autres pays que les pays non démocratiques dont il a été question. Je crois que c'est important de voir ces lignes de continuité, et peut-être qu'on pourra en parler ensuite vers la fin du débat. En deuxième lieu, pour ce débat, ce qu'on s'est dit en le préparant, c'est qu'il était peut-être utile aussi d'aller encore plus dans le concret et d'essayer de se poser la question de quoi on parle exactement lorsqu'on parle de recherche en péril. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont, alors, c'est des choses qui ont déjà été en partie évoquées, qui ne sont pas toujours faciles non plus à évoquer comme ça, mais pour qu'on comprenne aussi ce que cela veut dire et comment on peut aussi contourner éventuellement cet obstacle ou pas. Et ce que j'ai demandé à chacune et chacun, c'est de penser à quelques exemples, justement, soit des trajectoires personnelles, soit des trajectoires accompagnées par des collègues, pour qu'on puisse prendre aussi toute l'ampleur, prendre conscience de l'ampleur et de la difficulté de la question. Je propose peut-être à Tchala de commencer sur cette question-là, si ça va pour toi. Merci. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la recherche en péril? Je crois qu'on a déjà commencé un petit peu à cartographier ça. Moi, il y a plusieurs points peut-être que je voulais nommer. L'un, je pense qu'il y a à voir vraiment avec l'usage de la force, que je pourrais qualifier en fait de force militaire, militarisation, mais qui implique les forces de police, des milices, des trolls sur l'Internet, les médias généraux, les médias mainstream, etc. Donc avec une sorte de militarisation à la fois des espaces physiques, c'est-à-dire les universités, où à la porte, aux entrées et sorties des universités, il y a des tanks, où il y a des personnes armées, des personnes armées à l'intérieur aussi des universités, et ça on sait que c'est une réalité. Par exemple en Grèce récemment il y a eu des gros mouvements parce que justement il y avait la mise en place d'une force de police particulière qui avait accès à toutes les universités. Mais c'est pas juste la militarisation des espaces, c'est aussi une certaine militarisation des esprits et du langage, avec un langage général où on nomme justement des configuration des formes de polarisation guerrière, avec des ennemis, des traîtres, etc. Et une militarisation aussi des corps, c'est-à-dire en fait un impact où on sait qu'à tout moment quelque chose peut arriver et qu'il faut être prêt et qu'il faut avoir bien nettoyé la maison de choses qu'on ne veut pas qui soient prises. Donc un petit peu une sorte de nettoyage et auto-nettoyage des espaces publics, mais aussi des espaces privés, et aussi un petit peu dans la relation avec soi. Et cette violence un petit peu partout, finalement,
entraîne aussi des formes de contre-violence et des formes de violence internalisée, etc. Donc, si vous voulez, il y a à la fois des institutions, mais aussi une force très forte qui impacte, je pense, les personnes. La recherche en péril, c'est aussi la criminalisation de la pensée. Donc, comme je le disais avant, le système carcéral et le système judiciaire aussi, qui sont mis en lien avec le système universitaire, avec des personnes qui sont mises en procès pour leurs pensées et des personnes qui, suivant ce qui leur arrive, ou sont mis en procès ou aussi en prison. En Turquie, par exemple, les universitaires pour la paix, en 2016, nous avions signé une pétition qui s'appelait « Nous ne serons pas complices de ce crime » et qui avait à voir spécifiquement avec le processus de paix entre les forces armées kurdes et le gouvernement turc. Et suite à la signature de cette pétition, non seulement on a été traqués tous un par un, à la fois dans les universités, dans nos maisons, etc., mais aussi un procès généralisé pour propagande terroriste qui a duré plusieurs années et ensuite qui a été défait par la Cour constitutionnelle avec plusieurs personnes qui ont été arrêtées en chemin. On parle aussi de la perte de droits civils, politiques et sociaux, c'est-à-dire les personnes qui n'ont plus de passeport, qui ne peuvent plus quitter le pays, qui perdent leur retraite, qui perdent l'accès à la sécurité sociale, donc les universitaires et les étudiants qui peuvent être dans ce genre de situation. Au niveau proprement académique, ce que ça veut dire, comme ça a été mentionné avant, c'est pas d'accès aux archives, c'est pas d'accès à certains terrains, c'est aussi plus pouvoir travailler dans une université, donc être listé rouge et ne plus avoir accès à aucune des institutions, c'est ne pas pouvoir publier, donc de nouveau être listé et puis de ne pas avoir accès à des publications. Donc la liberté académique a à voir aussi avec la liberté de penser, mais de communiquer. Et donc les organes par lesquels on pourrait communiquer aussi sont mobilisés, c'est-à-dire que ça marche aussi avec un système de délation où les gens qui collaborent avec des personnes universitaires qui sont considérées nocives seront eux aussi mis en danger. Il y a la dimension économique de du péril au niveau de la recherche, donc de ne pas pouvoir travailler, de ne pas avoir accès à des bourses, de ne pas pouvoir avoir une situation qui permette physiquement de faire de la recherche, une précarisation, et ça je crois qu'on peut le dire pour les universitaires partout dans le monde, des formes de précarisation extrêmes. Et une sorte de terreur généralisée. Je crois qu'on peut parler les endroits où les universités, les universitaires, les étudiants sont mis en danger. Il y a une forme de terreur généralisée qui peut passer par des formes de vraiment diffuser des images d'horreur, diffuser l'horreur, comme on le voit en Iran aujourd'hui, pour vraiment faire fonctionner en fait la censure à des niveaux internes et aussi sociétaux. Merci encore. Roland, sur cette question, avec un micro, le plus proche possible. Oui, moi j'ai passé une bonne partie de ma vie à travailler sur des conflits violents et par chance ou malchance souvent être pas très loin de là où la violence s'exerçait. Donc j'ai un point de vue assez paradoxal, c'est-à-dire que la Somalie des années 1990 a été à la fois une agonie des libertés civiles et citoyennes, puisque les gens étaient ou se repéraient en fonction d'identités spécifiques, d'identités claniques dans ce cas-là, et le droit de parler se faisait dans un cadre qui était relativement limité. Mais d'un autre côté, voyant la Somalie 30 ans après, avec sa capitale en pleine reconstruction, avec des buildings de 5 ou 10 étages, je me rends compte que finalement, les gens étaient plus libres d'exprimer leur point de vue, avaient moins peur de parler, y compris dans l'arène publique, qu'ils ne l'ont eu, en tous les cas, durant l'ancien président. Et ça, pas simplement à cause de l'ennemi, enfin de ce qu'on pourrait dénommer l'ennemi évident, qui était le groupe djihadiste qui s'oppose au gouvernement, mais d'abord et essentiellement à cause du gouvernement.
Donc il y a, si vous voulez, ce qui moi me semble un peu paradoxal, c'est que d'un côté, il y a des formes de répression qui sont extrêmement variées. On parle pas et on parle plus, par exemple, de ce qu'était la répression sous le président kényan Arap Moi qui a régné sur ce pays pendant 2 décennies. Or, la répression que lui utilisait, un pays pro-occidental, très anticommuniste, pro-israélien, etc. Enfin, il avait tout ce qu'il fallait pour avoir l'aide internationale qu'il a eue. C'était quand même s'attaquer aux familles des opposants politiques, c'était priver les enfants, par exemple, de possibilités professionnelles, c'était s'acharner sur les gens. Donc, ce qui, moi, me semble effrayant, et ce qui se passe en Iran, et notamment avec les soi-disant confessions des 2 personnes, c'est comment... mais c'est une vraie question de sociologie politique et pas simplement celle d'une intervention dans une réunion comme celle-ci. C'est comment il y a eu et comment il y a une espèce de globalisation des savoirs répressifs. Parce que ça fonctionne, on voit bien que les États restent extraordinairement particuliers, mais moi j'ai eu plusieurs fois, puisque j'ai eu comment dirais-je, la malchance d'être interrogé pendant de longs mois. Et si vous voulez, je me suis souvent interrogé, parce qu'il m'est arrivé d'être arrêté ailleurs, aux États-Unis une fois, et en Afrique, disons, je dirais pas relativement souvent, mais quelquefois. Et ce que je voyais, c'était quand même qu'il y avait une espèce de communauté de langage, une communauté de logique, et qui est totalement effrayante. Parce qu'on se dit là que effectivement il y a un vacillement des idéaux et des valeurs démocratiques et des valeurs de la défense, hein, par exemple, qui est quand même extraordinairement inquiétant. Et les gardiens de la Révolution, de ce point de vue-là, ne me semblaient pas essentiellement différents. Enfin, en tous les cas, le type de questions qu'ils posaient, la façon dont ils niaient l'évidence de ce que j'avais vécu ou entendu de la part d'amis somaliens notamment, qui avaient été interrogés aux États-Unis. Donc ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question et qui est difficile. Et encore une fois, ce qui, pour moi, est aujourd'hui à la fois que je peux juger d'un côté extrêmement positif et de l'autre un vrai problème, c'est aussi ce glissement ou cet émiettement des statuts particuliers qui fait que la parole scientifique, elle devient d'emblée une parole politique ou une parole idéologique, et que d'une certaine façon, le seul bloc, la seule constance dans ces univers discursifs, c'est le discours de la sécurité et de la sécurité nationale. Ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement inquiétant, qui se pose, encore une fois, je ne veux pas dire... qui se pose dans des contextes très très différents, donc évidemment qu'il faut éviter les amalgames, et évidemment qu'il faut éviter les explications simples, mais bon, je terminerai ma carrière sans doute sur ce type d'interrogation. C'est quelque chose dont j'ai conscience que ça n'existait pas en 1990 et que ça existe aujourd'hui. Et c'est quand même un des nombreux paradoxes de cette globalisation que nous a tant vanté et tant promu, que finalement, quand on la réduit aux acquets, on n'aura que celle des techniques de répression. Merci. La globalisation des logiques répressives, effectivement, une perspective assez effrayante, mais merci. Je crois que c'est important de faire le lien aussi entre histoire personnelle ou cas individuel et ces logiques générales. Pour continuer sur cette question de cas individuels, Mounia. Merci. Alors, moi, je parlerai de cas individuels dans la région un peu Afrique du Nord, Moyen-Orient, mais surtout, je voudrais dire qu'il y a des paradoxes dans cette globalisation. C'est que d'une part, bon, on ne peut pas
c'est vrai qu'on observe certaines choses effrayantes en France, mais on n'assassine pas encore des doctorants en France. On a des tendances lourdes de l'illibéralisme, mais je voudrais quand même attirer l'attention sur ce large éventail d'entraves, de pression, de répression contre des chercheurs. Et donc, je faisais allusion à l'assassinat du doctorant Regeni, italien, décédé en Égypte sous la torture, donc en 2016. Il travaillait sur le syndicalisme, c'était un enquêteur de terrain. Et je rejoindrai Roland Marchal. Tu parlais finalement de ce que j'appellerais la pusillanimité des arrangements. Eh bien, sans problème, peu après, finalement, le général Sissi a reçu la Légion d'honneur par le président Macron. Donc voilà, il y a un doctorant italien qui est assassiné dans l'exercice de sa recherche, et bon, on ferme les yeux et on décore les responsables, ou le premier responsable de son assassinat. Donc, je continuerai toujours en Égypte, c'est-à-dire je parle d'un large éventail. Donc, on a bien sûr la torture, l'assassinat, la détention, et avec malheureusement une attention médiatique très très inégale en fonction de l'insertion des personnes dans des réseaux transnationaux, en fonction de est-ce qu'elles sont polyglottes ou pas, est-ce que ce sont de bonnes victimes selon les critères de certaines organisations ou pas. J'évoquerai ainsi un autre collègue, un chercheur, le chercheur Ismail Al-Eksandani, qui est chercheur et blogueur égyptien, qui a été condamné à 10 ans de prison et qui est toujours détenu en Égypte. Il travaillait sur la guerre contre le terrorisme dans le Sinaï, et donc il a montré qu'en fait cette fameuse guerre contre le terrorisme ne faisait qu'exacerber l'insurrection djihadiste. Il a été accusé de publier des secrets militaires, ce qui rejoint un peu ce que tu disais, des informations pouvant nuire à la sécurité de l'État, etc. Il y a énormément d'exemples d'arrestations, de détentions. Je ne pourrais pas toutes les signaler. Et bien sûr, il y a ce qui a été vécu par nos collègues en Iran, en Turquie. Mais je voudrais aussi évoquer l'exemple d'un historien marocain, Mahaté Mounji, parce que je trouve que c'est un cas d'école au regard de la très large palette de pressions qui peuvent être utilisées. Donc on a d'une part ceux qui assassinent, qui détiennent de manière ouverte en parlant d'atteinte à la sécurité d'État, et puis il y a aussi toutes sortes de procès qu'on peut faire, ou de harcèlement médiatique, judiciaire, en essayant de puiser dans d'autres registres sécuritaires ou registres personnels ou accusations de blanchiment d'argent, ou avec aussi l'utilisation, n'oublions pas, de cet arsenal, de cette nouvelle technologie, les logiciels Pegasus. Donc par exemple, ce collègue a vu son iPhone infecté. Et donc, il a subi la détention, il a fait la grève de la faim. Aujourd'hui, par exemple, il ne peut plus enseigner depuis quelques années. Il est privé, ses biens sont gelés, son compte est gelé. Donc, vous imaginez, voilà, et il continue à vivre les séquelles de la grève de la faim, des grèves de la faim qu'il a menées. Donc, on peut donner beaucoup d'autres exemples de pression. Moi, j'ai eu vent aussi de collègues égyptiens, marocains et autres qui ont, voilà, c'est-à-dire aujourd'hui, vous allez dans un congrès international de la MESA, par exemple, eh bien, les capacités répressives, c'est aussi
envoyés, des personnes chargées de surveiller des chercheurs, de ce qu'ils disent, et puis de les rappeler à l'ordre si finalement leurs propos ne plaisent pas. Donc, je voudrais aussi ajouter un autre point qui me semble important. Tu parlais de la globalisation, hein, de ces capacités répressives. Je voudrais aussi souligner les frontières finalement aussi floues, c'est-à-dire l'utilisation des mêmes... De ce qu'on utilise pour réprimer, je l'ai déjà évoqué, des opposants, des chercheurs, des journalistes. Finalement, on peut observer, par exemple, je parle du cas marocain que je connais mieux. Bon, on a vu l'affaire Jamal Khashoggi, hein, donc assassiné, un assassinat assez terrible. Et puis, bon, on continue aussi à fermer les yeux par pragmatisme politique. Je voudrais aussi évoquer ces journalistes d'investigation qui font finalement un travail d'enquête très approfondi et qui vont, comme le cas de Omar Hadi au Maroc, qui vont être accusés d'espionnage ou pour des affaires sexuelles, alors que ce sont leurs enquêtes qui dérangent. Et là, par exemple, ce qu'on a pu voir dans le cas marocain, c'est à quel point les affaires MeToo ont pu être une aubaine, et on a vu la démultiplication des affaires, de fausses affaires autour de dossiers de viol, etc., et où des ONG internationales qui ont observé les procès et le déroulement des enquêtes ont bien vu à quel point c'était des procès très très douteux et très très arbitraires. Donc on a à la fois une diffusion des pratiques donc qui brouille les frontières. Donc on est et ça pour moi c'est assez frappant de constater ce large éventail avec ces innovations technologiques, avec aussi le recours à la sphère privée, enfin à toutes sortes de pressions, c'est-à-dire on empêche les gens de vivre, on s'attaque à leur famille, mais aussi on fait pression, y compris, vous évoquiez tout à l'heure les corps, l'intime, et cette capacité à se saisir de toutes sortes d'opportunités, de causes considérées comme justes, et de les instrumentaliser pour monter des dossiers contre des chercheurs, des journalistes et d'autres personnes. Je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Corinne, sur cette question-là aussi. Oui, alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites, hein, et je crois que précisément on est tous et toutes ici d'accord qu'il y a une forme de globalisation et que on retrouve les mêmes phénomènes. Donc je ne vais pas reprendre, lister tous les phénomènes qui existent en Russie parce ça a été dit, on les retrouve les mêmes. Je suis aussi d'accord qu'il y a un très large éventail de types de recherche en péril. Et alors ici, il est clair maintenant, la Russie est un pays. Enfin, la Russie mène une guerre en Ukraine. Pour l'instant, pour nous ici, c'est très difficile d'aller travailler en Russie, d'avoir accès aux archives. Je connais aucun collègue qui aujourd'hui va en Russie travailler dans les bibliothèques ou travailler dans les archives. La situation est très compliquée. Les doctorants ou doctorantes qui travaillent sur place sont rentrés. J'aimerais pas aujourd'hui avoir un doctorant ou une doctorante qui va travailler en Russie. La situation est très différente entre la Russie et l'Ukraine. La Russie, on n'y va pas pour des questions politiques parce qu'on se sent pas en sécurité aujourd'hui. En Ukraine, on pourrait y aller, mais on n'y va pas parce que le pays est complètement dévasté. On oublie combien l'Ukraine est un pays. Les villes sont dévastées, combien les bâtiments, comment la guerre.
je crois qu'on ne se rend pas vraiment compte ici de la situation physique en fait de l'Ukraine actuelle. Alors maintenant, pour nous ici, les difficultés, elles sont quoi? On ne peut pas aller travailler dans les archives. Moi, j'ai commencé mes recherches dans les années 1990 avec une liberté totale dans les archives, et donc aujourd'hui, c'est un monde qui est terminé. Dans la salle, il y a un doctorant qui va commencer sa thèse sur un sujet lié à la Russie, et puis on discute pour savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme thématique pour qu'il puisse faire une thèse qui soit une thèse valable, en se disant qu'il n'aura jamais accès aux archives. Donc on se retrouve finalement, mais on va y arriver Antoine, on va trouver. Hein. Et donc on se trouve finalement dans une situation qui est un peu la situation qui était celle qu'on connaissait durant la guerre froide, où on travaillait sur l'Union soviétique sans avoir accès aux archives, ce qui évidemment est une limite extrêmement grave, c'est une grande limite aux recherches. Mais on n'est pas encore en danger. On n'est pas encore en danger. C'est pour ça que je crois qu'il faut aussi parler des personnes qui sont sur place et qui sont en danger. Et là, en Russie, on a évidemment aussi de nombreux chercheurs et chercheuses qui sont en danger. On a aussi, et tu fais bien de le rappeler, des étudiants et étudiantes qui sont en danger. Depuis la guerre, depuis le début de la guerre, on a reçu beaucoup de demandes de soutien pour des jeunes dans les universités qui peuvent plus aller en cours pour différentes raisons, parce qu'ils ont ouvertement dit qu'ils étaient contre ce qu'on appelle en Russie l'opération militaire spéciale. Alors, il y a certains sujets qui sont tabous, mais qui sont tabous déjà depuis des années. Par exemple, le sujet de la collaboration de Russes pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous aviez mentionné en exemple d'arrestation. Alors, il y a des degrés. Alors, il y a un jeune doctorant en Russie, un historien, qui a terminé sa thèse justement sur la question de la collaboration de soldats et d'officiers russes durant la Seconde Guerre mondiale avec les nazis. Et sa thèse, par exemple, en 2017, a été invalidée par le ministère de l'Éducation, qui a refusé de lui accorder le titre de docteur parce qu'il considérait que c'était une thèse qui diffusait des idées qui portaient atteinte justement aux intérêts de la Russie. L'exemple le plus célèbre aujourd'hui en Russie d'un historien qui est arrêté et sur lequel il faut dire deux mots parce que c'est vraiment de nouveau en cas d'école, et c'est d'ailleurs un ouvrage qui a été publié à Bruxelles, à l'Université libre par l'ULB de Bruxelles, consacré justement à la question de la liberté académique. L'ouvrage a été dédié en fait à plusieurs personnes, dont Fariba et dont cet historien russe qui s'appelle Yuri Dmitriev, sur lequel il faut dire deux mots parce que c'est vraiment effectivement qui montre aujourd'hui combien on est en danger en Russie si on travaille sur certains sujets. Alors lui, il était responsable de la branche mémoriale en Carélie. En 1997, il découvre un charnier en Carélie, le charnier de Sandor-Mor. Et donc 1997, c'est justement la période où on peut travailler encore de façon totalement libre sur les questions staliniennes. Un charnier qui renferme le corps d'environ 9000 condamnés exécutés durant la Grande Terreur 1937-1938. Ce lieu est devenu un lieu symbolique en fait de la commémoration des victimes du stalinisme. Dmitriev a compilé une dizaine d'ouvrages, de livres de mémoire dédiés aux victimes des répression stalinienne en Carélie. Ça touche environ 50 000 personnes. Dans ses articles, il donne des noms de responsables des répressions de masse. Alors, il est arrêté en 2016, donc on est déjà dans un contexte extrêmement fermé. Il est accusé, et ça c'est aussi significatif, il est accusé non pas pour son travail, mais l'accusation porte sur de la pédophilie. Alors, je ne m'arrête pas sur cette accusation qui est évidemment une accusation fallacieuse. C'est pas ici intéressant de commencer à rentrer dans les détails. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne l'accuse pas pour son travail, mais pour un autre sujet. Et puis finalement, il est condamné en 2020 à 13 ans de colonie pénitentiaire. Cette peine a été alourdie dernièrement, juste avant l'invasion de l'Ukraine en 2021, donc je ne sais plus exactement quel mois, à 15 ans de détention dans une colonie pénitentiaire à régime sévère en Russie. Il a 66 ans. Il travaille depuis des années. C'est vraiment un historien. Alors, c'est pas un académique, mais c'est un historien vraiment très, très reconnu dans les milieux académiques. Il y a eu une énorme campagne internationale pour libérer qui n'a évidemment
rien donné. On est beaucoup de monde à signer, et aujourd'hui on voit évidemment mal comment le pouvoir pourrait revenir en arrière. Alors, ce que j'aimerais dire aussi, il y a eu une importante, dans ce contexte-là, une importante campagne de dénigrement contre, bien sûr, Dmitriev et certains de ses collègues qui ont d'ailleurs aussi été arrêtés, d'ailleurs est décédé en détention, et une campagne de détention contre Mémorial, et la société historique militaire, qui est une société très officielle en Russie, qui a été créée en 2012, qui justement dont le but est de travailler pour les intérêts nationaux, enfin voilà, pour la vérité de l'histoire, a même en fait essayé de montrer que les restes humains qui avaient été trouvés par Yuri Dmitriev étaient ceux de prisonniers de guerre soviétiques qui avaient été exécutés par l'armée finlandaise entre 1941 et 1943. Donc de revenir en question, remettre en question ce que Yuri Dmitriev avait dit, et que tout le monde s'accorde tout le monde sait que c'est la vérité. Et c'est un peu la même chose qui est en train de se passer en fait avec ce crime de masse qui a été commis par le NKVD au printemps 1940, ces milliers de prisonniers polonais qui ont été assassinés en 1940 dans une forêt à Katyn, c'est le fameux massacre de Katyn, un crime qui avait été nié par le pouvoir soviétique et qui a été finalement reconnu officiellement en 1990, donc avant la chute de l'Union soviétique. Et un certain nombre d'archives ont été rendues publiques, il y a eu beaucoup de collaborations entre les historiens russes et polonais, et même ce crime-là, aujourd'hui, un membre de la société historique militaire a été jusqu'à dire que le consensus finalement historique autour de Katyn faisait partie d'un vaste programme de propagande visant à accuser l'URSS d'être responsable du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, donc toujours la Seconde Guerre mondiale qui est au centre de... Voilà. Donc ça, c'est un exemple qui est le cas peut-être le plus célèbre. Après, il y a aussi des exemples d'institutions, des universités qui sont... dont les portes ont été fermées. Mais voilà, comme je suis déjà trop longue, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Merci à vous quatre. Ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de temps pour couvrir tous les sujets. Vous serez d'accord avec moi pour dire certainement que le constat est à la fois alarmant et assez effrayant. Mais j'aimerais quand même, avant de passer la parole au public, et en espérant qu'on puisse déborder un tout petit peu, rattraper les quelques minutes qu'on a pris de retard au départ, j'aimerais quand même terminer sur le troisième thème qu'on avait prévu d'aborder. Ça me semble important, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors bien sûr qu'on ne va pas pouvoir l'aborder en quelques minutes, mais quelle est notre responsabilité à nous autres, chercheurs et universités qui vivons dans des pays dits démocratiques. Mais au-delà de ça, par exemple, une question qui s'est posée dès l'arrestation de Fariba et Roland, c'est de savoir est-ce qu'on continue la collaboration, avec qui on constitue la collaboration scientifique, est-ce qu'on continue avec des universités, est-ce qu'on continue avec des institutions, est-ce qu'on continue avec des personnes, est-ce que le boycott est une option ou non? Enfin, il y a toute une panoplie aussi de solutions qui peuvent éventuellement être mises en œuvre. Encore une fois, on aura très peu de temps pour le faire, mais peut-être là, je ne sais pas dans quel ordre, c'est un petit peu égal, qui c'est qui veut prendre la parole en premier. Quelques éléments très, très rapides, si vous êtes d'accord, pour qu'on ait encore le temps de passer au moins un round de questions. Roland, je t'ai vu te lever. Écoutez, alors je crois, il y a différents types de problèmes. Ce que moi je vois, parce que d'abord parce que je suis français ou européen, c'est qu'il y a de plus en plus de questions qui se posent. Alors évidemment, c'est difficile de parler de ça, puis ensuite parler de la Turquie ou de l'Iran ou de la Chine, mais on voit qu'il y a quand même des tendances qui sont très négatives dans le monde de la recherche concernant les libertés universitaires. Là, j'ai ramené un livre avec moi d'une publication de jeunes chercheurs français sur est-ce que l'enquête est encore possible, puisque sur un certain nombre de thèmes, on voit que ça l'est, mais ça l'est sous des formes et dans des règles qui sont dictées par
autre chose que la méthodologie de la recherche et que par le chercheur eux-mêmes. Donc il y a un problème, il y a des problèmes multiples. Je crois qu'il y a plusieurs choses qui sont importantes et qui reflètent un peu, d'ailleurs, la discussion qu'on a eue jusqu'à présent. Un, c'est sur le statut et l'indépendance du chercheur. À partir du moment où vous avez des chercheurs sur contrat, il faut trouver l'argent pour les contrats. Les contrats durent 3 ans. Vous fonctionnez dans un monde qui est presque celui de l'expertise. Et dans ce cas-là, votre appréciation de la demande sociale, de ce qui est à la mode, de ce qui ne l'est pas, fait que votre thème de recherche, votre méthodologie d'enquête et peut-être aussi le contenu de vos résultats peuvent quand même être largement, disons, influençables. La deuxième chose qui est aussi un problème important, c'est je dirais, alors en France, on dirait la baisse des financements publics pour la recherche, c'est-à-dire la baisse des financements indépendants. Il y a eu un moment, aux États-Unis par exemple, où vous aviez l'essentiel des financements était privé, mais où finalement il n'y avait pas de conditions attachées. Et donc ça donnait une très grande liberté aux chercheurs dans un système où l'État n'était pas forcément le premier acteur. Ce qu'on a vu, et peut-être à cause de mes thèmes de recherche et surtout à cause de ce qui s'est passé en septembre 2001, c'est que de plus en plus dans un certain nombre d'universités et sur un certain nombre de thèmes de recherche, le Pentagone a pris un rôle de leader. Les financements sont massifs. Donc les universités, qui sont des universités privées aux États-Unis, sont évidemment très intéressées. Et ce qu'on voit, c'est une tendance lourde qui est que, alors qu'au début, finalement, il y avait une relative indifférence sur le contenu même de la recherche, même s'il y avait des demandes précises il faut travailler sur l'Afghanistan, sur l'islam politique. Bon, aujourd'hui, on voit que il y a des demandes beaucoup plus précises, beaucoup plus explicites et qui sont aussi beaucoup plus essentielles pour l'obtention des crédits. Et ce que je vois aux États-Unis, je le vois toujours, parce que les Français sont toujours très intelligents, mais ont une fâcheuse tendance à copier ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Ce que je vois est exactement le même type de tendance en France, où pendant très longtemps, le ministère des Armées ou le ministère de la Défense c'est de l'argent public, tendance à financer toute une série de recherches humaines ou pas d'ailleurs, dans les sciences dures. Et finalement, tout cet argent a été dépensé en complément du budget du ministère de la Recherche. Aujourd'hui, on le voit avec les jeunes chercheurs beaucoup plus qu'avec des gens de ma génération. On voit que sur la définition des sujets de thèse, sur le financement sur la possibilité d'obtenir des bourses, et ben là, on a des questionnements qui sont plus précis. Ça ne fait pas des jeunes doctorants, des informateurs d'éventuels militaires ou services de renseignement, mais si vous voulez, c'est quelque chose contre lequel, à mon avis, il faut surréagir. Parce que les conditions de la recherche et les objets de recherche ne doivent pas quitter le monde de la recherche. Et à partir du moment, et on le voit par exemple sur les questions d'accès au terrain, à partir du moment où la question de l'accès au terrain est gérée par d'autres autorités que ceux de la recherche, eh bien, on est face à des choix politiques ou disons d'influence qui peuvent être préjudiciables à la recherche en général. Mais mes collègues qui travaillent sur le Proche ou le Moyen-Orient ont des 50 exemples de ce type-là. Et encore une fois, ça ne fait pas de la France un pays, un régime proprement autoritaire ou fascisant. On est très loin de ça. Mais ça pose quand même question sur une évolution que là aussi on voit se développer depuis le début des années 2000, qui correspond à la fois à une bureaucratisation plus forte de la recherche et en même temps à une perte de contrôle des chercheurs de la gestion des règles qui doivent encadrer leur métier, parce qu'il faut des règles, il faut une déontologie aux chercheurs, c'est pas simplement des aventuriers. Merci. Qui veut... Mounia ?
Merci. Moi, je vais peut-être souligner, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc peut-être souligner 3 points qui me semblent assez importants. Le premier point serait le lien entre les universitaires et les acteurs, autres actrices sociaux, en particulier les avocates, les journalistes, assez souvent de façon plus problématique, mais aussi les syndicats et un petit peu de tout ce qui est le monde associatif, donc les associations de chercheurs, les associations de cinéastes, les associations de... enfin, toutes les associations professionnelles aussi. C'est vrai qu'en Turquie, et je crois que dans beaucoup de pays, en particulier sur les procès politiques, on se retrouve avec des bouquets, je ne vais pas dire des armées, mais des bouquets d'avocats, Avocatex, qui s'engagent de façon bénévole avec une force incroyable pour défendre les droits des personnes. Et donc, je crois vraiment de reconnaître le fait que quand on s'en sort pas tout seul. Et que les associations, les syndicats, etc., sont extrêmement importants dans une organisation contre des régimes autoritaires un petit peu partout. C'est vrai que je dis régime autoritaire, mais par exemple, moi, en France, j'ai pas mal de collègues, ce qui va m'amener à mon deuxième point, qui travaillent sur des questions minoritaires, en particulier les théories critiques de la race et les théories du genre, qui reçoivent actuellement des menaces de mort et qui sont menacés de façon très virulente et qui aussi ont des problèmes au niveau des institutions dans lesquelles ils enseignent. Donc c'est vrai que cette tendance, elle est globale et que personne n'y échappe. Et le deuxième point que je voulais mettre en avant, c'était justement la question des études spécifiquement sur les personnes, au sujet des personnes et groupes minoritaires, que ce soit des minorités, enfin les questions de classe aussi qui ressortent de façon très importante, je crois, au niveau des syndicats aussi en Égypte, les questions de race, de religion, de genre. On sait très bien que ce genre de, enfin la fascisation des régimes actuels touche en premier les minorités. Et en Turquie, par exemple, c'est en particulier les femmes, c'est les minorités LGBTIQ, c'est les personnes kurdes, c'est les personnes arméniennes, c'est les personnes juives, etc. Et que ces régimes ont tendance à exercer leurs armes ou leurs moyens dans des quartiers spécifiques, dans des lieux spécifiques, dans des institutions spécifiques et avec des personnes spécifiques. Et c'est un peu laboratoire. Donc il faut faire attention, pas juste parce qu'on est tolérant, mais il faut faire attention parce que c'est une mesure aussi de ce qui est en train d'arriver. Et peut-être mon dernier point, c'est sur la solidarité. Donc la solidarité fonctionne au niveau universitaire à la fois à des niveaux très micro et à des niveaux, à des échelles différentes. Donc par exemple, quand on est accueilli par l'Université de Genève, il y a le réseau Scholars at Risk qui est basé aux États-Unis, mais qui fonctionne un petit peu partout dans le monde et qui est quand même un système assez hiérarchique, mais auquel on peut avoir accès. Le réseau Scholars at Risk fonctionne et permet d'inviter des personnes qui peuvent venir être accueillies par l'Université de Genève. Mais il y a des niveaux très micro. Pour moi, par exemple, en arrivant ici, j'ai rencontré des personnes qui étaient assez souvent membres du corps intermédiaire de l'Université de Genève en sciences sociales, qui déjà sont venus écouter. Déjà, simplement d'avoir de l'attention, d'avoir de l'écoute, c'est un pas énorme. Il y a tout qui commence là. Et qui ensuite se sont mobilisés. On parlait aux directeurs des instituts, des rectrices, aux doyens. On a eu la chance, depuis que je suis à l'Université de Genève, d'avoir Bernard de Bardubieux comme doyen à la faculté des sciences de la société, qui a fait énormément en fait sur toutes ces questions. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup de systèmes différents institutionnalisés et pas. Et on a aussi des programmes comme le programme Horizon Académique au sein de l'Université de Genève qui accueille des personnes qui sont migrantes et qui permettent la transition dans les hautes écoles et l'université. Et également un lien vers l'extérieur. Donc, c'est pas seulement de savoir recevoir et bien venir. Il y a aussi des gestes qui se font dans l'autre sens avec être en lien, justement, comme l'a fait Didier et d'autres collègues, d'être en lien avec des personnes dans d'autres pays, dans des camps de réfugiés, dans des prisons, etc., où on garde le lien, on donne des diplômes, on travaille ensemble, on collabore, où en fait on continue de travailler ensemble. Voilà. Merci. Merci. Alors moi, je voudrais
évoquer 3 points. D'abord, la question des collaborations, parce que c'est vrai que c'est une question qui s'est posée à un moment. Boycotter, ne pas boycotter. À mon avis, il y a des choses qu'il faut traiter au cas par cas. Par exemple, moi, j'évoquerai une convention qu'on avait avec l'université d'Izmir, du fait des collaborations avec Aychen Uysal. Bon, il n'était plus envisageable, quand cette professeure de l'université d'Izmir a été éjectée de son poste, de maintenir une convention d'échange. Donc voilà. De même, on a évoqué ça par rapport à l'Iran, du fait de la détention de nos collègues, de la détention actuelle de Fariba Adelkha. Est-ce qu'on peut continuer comme ça en Suisse à maintenir des relations d'échange, envoyer des collègues, des étudiantes, des étudiants, alors qu'on a justement Fariba Adelkha en tant que prisonnière, qui est prisonnière scientifique. Donc voilà, il y a des cas où cela nous semble un petit peu quasi évident, encore que pas toujours, parce que j'ai discuté avec des collègues d'autres domaines pour qui disaient mais quand même, il faut qu'on puisse laisser les portes ouvertes à des collègues qui sont sur place, et il faut qu'on puisse leur collaborer avec eux. Alors, moi, je dirais que ce qui est quand même très important, c'est en effet maintenir la collaboration, et là, peut-être qu'on devrait être un peu plus... il n'y a pas que les conventions d'échange. Je dirais, par exemple, ici, ça serait bien qu'on puisse imaginer des appels à candidature où c'est nous qui sélectionnons sur la base de nos propres critères, des critères sur la qualité de la recherche. Et puis, malheureusement, je trouve que nos ressources restent très, très faibles. Les bourses d'excellence de la Confédération, c'est un instrument, mais qui est un instrument devenu extrêmement compétitif. Dans nos domaines, on a de plus en plus de mal de ramener des gens. De même, oui, il y a de la solidarité, il y a de magnifiques réseaux, mais je regrette malheureusement que nos ressources, que les ressources de Scholars at Risk restent très très réduites et ne permettent pas d'accueillir beaucoup plus de monde. Ça, je le vois au sein de l'université, donc parfois il y a une place, voire 2 maximum, au sein d'une université, ce qui est malheureusement très insuffisant. Dernier point qui me semble aussi important, ça a déjà été un peu évoqué, c'est finalement cette délimitation entre genre pays démocratique, pays non démocratique. C'est une délimitation qui pose question, même si on ne peut pas tout diluer dans tout. Mais moi, ce qui me pose vraiment problème aujourd'hui, c'est à quel point certaines autorités de tutelle, je pense, tu as évoqué l'exemple français, donc je voudrais un peu plus donner de chair à ce que tu as dit, deviennent des gatekeepers. Donc en gros, on va faire une jurisprudence Regeni, une jurisprudence Fariba Adelkha, et ne plus donner des ordres de mission, ou pire encore, déclasser des candidats qui ont été primo-classés pour des centres de recherche français, par exemple, pour ne pas les nommer, sous prétexte qu'on ne pourra pas les protéger. Et puis, on retiendra par exemple des Françaises et des Français pur jus, parce que c'est ça, et on éliminera des binationaux ou des Européens. Et là, moi, je trouve que c'est d'une gravité. J'évoque le cas de la France puisque j'en suis très proche, mais je trouve que c'est très très grave et c'est des signaux terribles à donner, de dire on intériorise finalement le fait qu'on a ces régimes, des régimes autoritaires, et du coup, on va tout simplement entraver nous-mêmes. C'est comme si les régimes autoritaires leur ont délégué. Il y a cette intériorisation et de mettre des entraves, d'empêcher des gens de travailler sur certains sujets ou d'éviter même de les déclasser. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure,
C'est-à-dire quand c'est un ministère des Affaires étrangères qui commence qui prend la main pour des questions liées à la recherche. Et là, ce n'est plus la qualité de la recherche ou la qualité d'un dossier, c'est finalement votre nationalité qui devient discriminante. Voilà, merci. Merci. Corinne ? Alors, très court, parce que je comprends bien que le temps est déjà beaucoup passé. Alors, de nouveau, tout ce qui a été dit peut être repris en partie dans le cadre de la Russie. Aujourd'hui, la question qui se pose avec la Russie, qui est en raison depuis le 24 février 2022, c'est qu'on ne nous laisse plus vraiment travailler avec les institutions ou les universités russes. Là, c'est très compliqué. Il y a deux niveaux. Il y a le niveau des universités qui ont ouvertement, par l'entreprise du recteur, en général son directeur, soutenu l'opération militaire spéciale. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec... Et donc, on ne peut pas travailler normalement avec ces universités. Il faudrait les boycotter, mais les universités, c'est évidemment c'est pas que le recteur. Et qu'est-ce qu'on fait avec les chercheurs et les chercheuses qui ne sont pas d'accord avec ça, mais qui peuvent pas le dire et qui ont besoin de notre solidarité? Et donc, moi, ce que je prône, et bon, je suis pas la seule, on est plusieurs collègues à dire, il faut qu'on continue à travailler. Et là, la solidarité, alors ça se fait au niveau micro, effectivement. C'est-à-dire essayer de savoir quels sont les collègues avec lesquels on veut absolument continuer à travailler, parce qu'on sait que pour eux et elles, c'est vital, qu'ils sentent qu'on est toujours là et qu'on ne les oublie pas, parce que souvent ils se sentent isolés aussi, ils se sentent abandonnés, et donc pour nous c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et donc je pense que ici, c'est vraiment au niveau micro que ça se passe, au cas par cas. Pour l'instant, on peut complètement oublier les conventions, les signatures, et c'est à chacun et à chacune d'entre nous de voir comment on peut continuer à faire vivre la recherche et les échanges avec les collègues qui se trouvent en Russie. La situation n'est pas la même avec l'Ukraine, parce que l'Ukraine, de nouveau, pour l'instant, tout est stoppé parce que le pays est en situation de guerre, mais on va pouvoir travailler très facilement avec les collègues ukrainiens lorsque la guerre s'arrêtera, parce que la guerre s'arrêtera un jour. On nous accueillera à bras ouverts. Évidemment, ce sera une autre situation. La situation pour la Russie est, de ce point de vue-là, un peu plus compliquée. Ça risque de durer plus longtemps, et nous, il faut qu'on continue à travailler avec nos collègues. Il ne faut pas qu'on les oublie. Même si les recteurs ont écrit des lettres absolument épouvantables. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Alors, il nous reste malheureusement très peu de temps, mais je m'en voudrais de ne pas du tout vous donner la possibilité de poser des questions. On va prendre 3 ou 4 questions maximum, et puis je vous demanderai d'être bref, de poser des questions, de ne pas faire des commentaires, pour qu'on puisse avoir plusieurs questions et peut-être très rapidement de vous présenter. Il y a 1 ou 2 micros qui sont à votre disposition. Oui, je ne partage pas votre point de vue, mais je me battrai pour que vous puissiez le donner. Cette phrase de Voltaire, ou attribuée à Voltaire, a été, pendant 3/4 de siècle, et sans doute beaucoup plus longtemps, le pilier de la liberté d'expression, de pensée, de recherche. Pourquoi ça ne marche plus ? Les régimes répressifs dont vous parlez ne sont pas des dictatures caricaturale à la Pinochet, à la Franco, à la Pol Pot, à la Amin Dada. Pourquoi, dans ces pays qu'on appelle populistes, dans ces régimes, une bonne partie du peuple ne croit plus à ce qui était une évidence pendant des générations, que si on fait taire les points de vue minoritaires, c'en est fait de la science? Pourquoi ça ne marche pas? Dans le cas de la France aussi, les gens qui ont reçu des menaces, ce n'était pas par le gouvernement, c'était sans doute par des citoyens. Et la vague woke, qui est le grand muet de cette soirée, c'est des citoyens qui se croient progressistes et les plus démocrates de tous. Et dernière question, pourquoi y a-t-il actuellement des agents de sécurité dans les universités suisses alors qu'il y a 20 ans, c'eût été impensable? Merci. Le micro ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y a une autre question ensuite? Attendez, il faut juste attendre le micro, sinon on ne vous entendra pas et c'est dommage. Si vous avez...
Merci. Et puis il y aura une troisième question tout en haut, je crois. Je voulais juste rajouter que par rapport à ce que monsieur vient de dire, il est vrai qu'on a vu en France, par rapport au mouvement woke et d'autres mouvements qui sont en train d'imprégner les universités en France, qu'on n'aura plus, les étudiants sur certains sujets n'ont plus le droit d'employer le mot race ou le mot colonial. Donc je pense que ces mouvements aussi, mis à part les gouvernements, vous empêche de travailler correctement. Merci. On va prendre peut-être encore une dernière question. Je crois qu'il y avait une main tout en haut. Oui. Non, il n'y a pas de décision de l'Assemblée. Il y a des micros qui prennent du temps à... Moi, j'ai une question. Marion Deville, donc j'ai ma thèse en sociologie à l'Uni de Genève. Je voulais demander à Roland Marshall si vous seriez d'accord de vous prêter à l'exercice. Donc ça peut être un non. Puisque vous avez vécu cet emprisonnement en Iran, est-ce que vous accepteriez de vous remettre dans une émotion et de nous raconter un petit peu les profonds ressentis de ces moments-là où on lutte, où on est complètement dans la lutte pour sa sortie vers la lumière, qu'on y croit encore, qu'on va nous mettre au bout du chemin dans notre vie d'avant. Et voilà, donc je voulais vous demander si vous acceptez de prendre le temps de ce ressenti pour nous le raconter un petit peu. C'est bien sûr ouvert aux dames, mais il n'y a aucune obligation. Merci. Pardon. Je vous prends, l'ordre importe peu. On peut peut-être prendre les questions ou les réponses dans l'ordre. Si vous voulez, sur la question, sur les deux questions sur cette walk, bon, je crois qu'il faut regarder les choses comme elles sont. J'ai pas le chiffre en tête, mais les chiffres sur le nombre de thèses passées en 2020 ou en 2021 et le nombre de sujets qui étaient reliés à cette théorie ou à cette mode ou à cette interrogation. C'est totalement marginal. D'accord ? Notre ministre de l'Éducation supérieure et de la Recherche précédente a appelé à une grande enquête sur l'islamo-gauchisme à l'université. Le CNRS, qui n'est pas forcément la meilleure des institutions, hein, même si j'en suis issu, a même refusé de le faire. C'est ridicule. Si vous voulez, on est en France, et c'est quelque chose de très intéressant à étudier, et il y a beaucoup d'ouvrages, il y a beaucoup de mes collègues qui disent des choses beaucoup plus intelligentes que moi, sur comment une partie de l'extrême droite et de la droite ont développé depuis les années 80 une conception très gramscienne de la culture. Et donc, alors qu'il y a 30 ans ou 40 ans, être universitaire, ça voulait dire être de gauche, peut-être même communiste, ou fumer la pipe, parce que bon, de toute façon les femmes ne comptaient pas, même s'ils étaient de gauche, hein, ils n'existaient pas encore. Mais bon, en gros, c'était ce type de cliché. Ils ont extraordinairement bien travaillé, hein, et c'est un travail de longue haleine, et c'est tout l'intérêt de cette problématique pour transformer ça. Et d'où tout le discours sur l'islamo-gauchisme, c'est-à-dire cette capacité de prendre, d'abord d'avoir des partis, des opérateurs sociaux qui créent des peurs sur l'immigration, de s'en saisir, de transformer ça en un concept qui n'a aucune validité, ça n'existe pas l'islamo-gauchisme, et de s'en servir comme une arme à l'intérieur de l'université. Contre qui exactement ? Ben en fait, c'est assez limité, si vous voulez. Moi, je travaille sur l'islam, mais dans des zones qui sont très très loin de la Somalie ou le Soudan. Bon, c'est pas eux qui sont le problème. Non, c'est les migrants.
la vraie guerre sociale, c'est contre les migrants. Et donc tous ceux qui, en France, ont un discours sur les anciennes colonies et les migrations sont des gens extrêmement dangereux, parce qu'ils rappellent des évidences historiques du fait que les migrants, on est allé les chercher, hein, et d'une drôle de façon, et que tout ça a une histoire, que les migrants, c'est aussi une histoire d'intégration, qui n'est pas forcément très belle, mais qui n'est pas non plus un cauchemar qui continue à se développer. Enfin bref, vous avez un débat là-dessus, qui est un débat compliqué, mais vous avez ça. Et je crois que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est une bataille de plus, qui sans doute va être perdue, pour faire taire ceux qui, à l'université, sont encore capables, par leurs compétences scientifiques, d'avoir un discours qui démonte toutes ces affirmations sur l'islamo-gauchisme. Sur la question coloniale et sur la question woke, on est face à un autre problème, qui est qu'il n'y a pas forcément une opposition déterminée à l'université. Nous résistons tous là dans ce que nous faisons, mais il n'y a pas un front. Par contre, c'est au niveau de la jeunesse. Et c'est très intéressant pour moi, d'ailleurs, moi j'ai une existence, ma profession c'est chercheur, c'est pas enseignant, donc je me retrouve là depuis maintenant quelques mois à enseigner avec des gens qui sont, des étudiants qui sont relativement jeunes, et ce qu'on voit, enfin on me l'explique, c'est comment eux ils construisent leur catégorie du politique par rapport à le souvenir que j'en ai sur ma propre jeunesse. Et là, on voit que les questions de wokisme ou d'intersectionnalité sont en fait extrêmement importantes pour la jeunesse. Pas dans le monde universitaire. Il y a des cours là-dessus, mais c'est tout à fait marginal. Mais dans la jeunesse, par contre, c'est un vrai courant, comme le courant des coloniales, où là, c'est un volcan qui mêle tout, et c'est un chaos, hein, mais en même temps, c'est un chaos qui crée quelque chose. Et sans doute qu'il y ait une volonté de changer quelque chose d'important dans la société française, c'est que nous avons une société qui est ce qu'elle est, pas spécialement belle, pas spécialement laide, mais qui est absolument diverse, et nous avons une élite politique qui a un énorme problème à reconnaître cette diversité-là. Ça, c'est quelque chose, et c'est valable du PS ou du Parti communiste, jusqu'à l'extrême droite. C'est quelque chose qui est assez fantastique. On est une élite politique autiste par rapport à sa propre société. Et ce mouvement-là, il fait exploser les références. Alors avec beaucoup de choses avec lesquelles je suis en complet désaccord, mais en même temps, je vous dis qu'une prégnance dans la jeunesse qui demande à être étudiée comme telle et qui renvoie pour une partie de cette jeunesse à ce qui se passe au Sahel ou ailleurs en Afrique, hein, en Algérie, au Maroc par exemple, où le débat français, vous avez commencé en parlant très très bien d'histoire et de mémoire à propos de la Russie et de l'Ukraine, mais si vous voulez, moi je travaille sur des crises, donc des interventions internationales avec un discours compassé des Nations Unies sur la justice transitionnelle et les commissions vérité et réconciliation. Tout ça me fait proprement rire, enfin disons tragiquement, parce que je vois que dans mon propre pays, notre capacité à discuter sur le Rwanda ou la guerre coloniale qu'il y a eu en Algérie est en fait très faible jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, nous sommes, 50, 60 ans après. Et donc là, ça devrait créer un débat, pas tellement sur les événements qui sont passés alors, mais aussi pourquoi on est incapable de faire ça, alors que dès qu'on est en Afrique ou ailleurs, on prône ce travail sur la mémoire comme une évidence qui doit être menée grâce aux experts que, évidemment, les Français sont devenus. Merci. Je crois que Tchala voulait aussi répondre à... Oui, en fait, je voulais dire, l'une des peut-être qualités des universitaires, c'est aussi que quand on ne comprend pas ce qui est dit, on peut le dire. Donc, j'ai vraiment pas très bien compris comment... Enfin, il y a quelque chose qui a été lancé, mais j'ai compris ta réponse.
Mais par contre, j'avais pas très bien compris la question, ou en tout cas l'affect qui était autour de ça. Je ne sais pas si c'était en relation au fait qu'on parle des questions minoritaires et de mettre en avant des questions minoritaires, ou je ne sais pas si c'était en défense des attaques que subissent certains de nos collègues français, ou une justification, par exemple, de ce genre d'attaque. Mais par contre, je pense qu'on peut peut-être contextualiser dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui clairement, où on est en train de vivre à la fois une urgence climatique, une urgence énergétique, une urgence au niveau de guerre globalisée, potentiellement nucléaire, des problèmes avec nos ressources, etc. Et que quand on pense, si vous voulez, la complexité de ce qui est en train de nous arriver au niveau planétaire, qu'on peut souligner que le développement du capitalisme lié avec les questions de hiérarchisation des races et de la colonisation et le système patriarcal, si vous voulez, la militarisation en général de nos sociétés font partie du problème, et que si on ne pense pas à cette mémoire, on ne pourra pas avoir de futur. Voilà. Merci. Merci beaucoup d'avoir fait cette belle conclusion qui montre à quel point tous ces problèmes sont liés. Je crois qu'on doit malheureusement s'arrêter ici. Ça prouve bien que ce n'est pas juste une soirée qu'il faudrait faire, mais peut-être une série de séminaires, certainement, sur ces questions. Je vous remercie encore infiniment pour votre participation. J'aimerais remercier aussi mon université, l'Université de Genève, et Aurélie Lara en particulier, qui coordonne les activités de la Semaine de la démocratie. Merci beaucoup pour ton aide dans cette organisation. Et puis, j'attire votre attention également sur des événements qui vont être... Je les découvre en même temps que vous, c'est pour ça que je bafouille un petit peu. Les événements de la semaine prochaine à l'Université de Genève, la remise des prix Latsis universitaires le 10, le Dies Academicus le 14, et puis on aura la semaine des droits humains du 22 au 25 novembre, avec notamment la présence de Denis Mukwege. Je vous remercie encore à toutes et à tous. Bonne soirée et à bientôt.